Moi je suis Adrien Megarditchan, je suis chercheur au CNRS et je travaille au CRPN qui est le laboratoire Centre de recherche en psychologie et en neurosciences à Marseille. Et je suis primatologue aussi, je m'intéresse beaucoup aux primates non humains comme les babouins, les chimpanzés, mais aussi les primates humains. Et on s'intéresse au langage, c'est-à-dire à est-ce qu'on peut trouver des précurseurs du langage dans la communication gestuelle de nos chers cousins. Donc on s'intéresse beaucoup aux mains dans la communication. On a plusieurs méthodes en fait, on a plusieurs approches. On peut faire de l'éthologie, c'est-à-dire on va observer les animaux dans leurs groupes sociaux, même les humains aussi dans leurs groupes sociaux pour relever des comportements gestuels. On va aussi faire de ce qu'on appelle la psychologie expérimentale, c'est-à-dire qu'on peut proposer, mettre en situation, comme on fait chez les enfants, les bébés, on peut mettre en situation le primate dans une situation de communication pour pouvoir mieux contrôler ce qui se passe, mieux contrôler son environnement et voir comment le babouin par exemple va s'adapter si l'interlocuteur ne connaît pas la réponse ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire aussi de l'imagerie. L'imagerie non invasive évidemment, ou des humains dont on a proposé des tâches, on va aussi leur proposer d'aller dans une machine IRM pour pouvoir faire une photographie de leur cerveau. Et là évidemment on va s'intéresser à quoi? Aux fameuses zones impliquées dans le langage humain. Alors chez le babouin c'est sûr c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément le même cerveau, mais on va quantifier à partir des marqueurs équivalents à ceux du cerveau humain, on va pouvoir quantifier des zones homologues du langage dans le cerveau du singe et voir si ces zones-là varient en fonction de certaines propriétés de la communication gestuelle, avec cette idée que peut-être qu'on partagera avec le singe une organisation de la communication qui serait pour le singe associée à la gestuelle. Ça doit pas être très facile de mettre un babouin dans une IRM. C'est non invasif, mais le babouin il est endormi. Donc on travaille avec l'hôpital, avec des anesthésistes qui nous ont pondu un protocole de sécurité en tout cas de suivi anesthésique assez remarquable pour le bien-être du singe. Et le singe se réveille dans son groupe social, lui il n'a rien vu, on a fait l'aller-retour pour faire une photographie de leur cerveau et il retrouve évidemment son groupe social. Et là il y a beaucoup de gestes. On voit beaucoup de gestuels au moment de ces retrouvailles d'ailleurs, donc nous on est là pour noter évidemment tout ce qui se passe. Ça arrive aussi qu'on fasse des missions là où vivent les singes, donc ça peut être au Sénégal, au Congo ou au Kenya. Vous avez remarqué justement grâce à ces études IRM qu'il y avait une zone, la région du langage dans le cerveau des babouins, qu'on appelle le planum temporel, qui était plus grosse chez certains babouins. En fait, évidemment on va s'intéresser à certaines caractéristiques du langage humain. Une des caractéristiques du langage, c'est qu'il est très asymétrique dans le cerveau. On voit qu'il y a certaines zones du langage humain qui sont, c'est pas qu'au niveau des activations, c'est aussi au niveau des asymétries anatomiques. On voit que cette zone-là, chez la plupart d'entre nous, elle est plus grosse dans l'hémisphère gauche. Donc cette zone-là est un peu considérée, cette asymétrie-là est un peu considérée comme une sorte de signature anatomique de l'apparition du langage humain. Et alors, grâce à nos analyses d'images IRM, on a pu détecter la présence de cette asymétrie dans des proportions quasiment identiques dans notre groupe, plutôt en tendance de l'hémisphère gauche, exactement comme dans l'espèce humaine. Donc pour faire le lien avec le geste, vu que les singes, ils sont endormis dans l'IRM, on ne peut pas leur demander de faire du comportement dans la machine IRM. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est observer des traits comportementaux dans leur groupe social. Et là, qu'est-ce qu'on a observé? Que les singes, ils ont une préférence manuelle quand ils communiquent avec les mains, qui est différente de celle de la manipulation. Et là, ce qui est surprenant, c'est que c'est seulement le groupe de singes qui avait cette zone-là, homologue du langage, plus grosse dans l'hémisphère gauche, qui, comme par hasard, ce sont eux qui ont développé plutôt une préférence pour la main droite pour la communication gestuelle, en fait. Donc grâce aux asymétries, on arrive à faire du lien entre du geste, la communication avec les mains, et des zones homologues du langage, quoi. Ce lien entre zones cérébrales associées au langage chez l'humain, on le fait aussi évidemment pour ceux qui communiquent avec la main gauche, c'est-à-dire que ceux qui sont plutôt gauchers pour la communication ont plutôt ces zones-là plus grosses dans l'hémisphère opposé, c'est-à-dire l'hémisphère droit. Cette zone, cette asymétrie, elle aurait une origine commune chez le babouin et chez l'humain? Exactement. Vu qu'on observe cette asymétrie aussi chez les humains, qui est associée au langage, on propose simplement l'idée que organisation du geste chez les singes et langage humain, il y aurait évidemment une continuité, une origine commune. Donc on partagerait le langage humain, on pourrait partager avec le babouin, en tout cas, des propriétés cognitives communes qui expliquent cette organisation cérébrale commune pour la communication. Est-ce que les babouins ont une activité créative qui pourrait être... Effectivement.
Créative, nous on n'emploie pas ce mot-là évidemment en psychologie, parce on va parler plutôt on s'intéresse à l'innovation, à la création de gestes. S'il faut parler de créativité, ça va être plutôt la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'un singe est capable de créer des nouveaux signaux? Comme nous on est capable de créer de nouveaux mots, effectivement le geste, c'est ça qui est intéressant, c'est du mouvement. Et le mouvement, on peut lui donner la forme qu'on veut. Et il suffit que pour un babouin, qu'un mouvement donné, une morphologie de mouvement donné, soit associée à du sens, ne serait-ce que en fonction des réponses des congénères, ça pourrait ritualiser ce nouveau signal. Donc on voit que le mouvement, c'est de la pâte à modeler. Et quand c'est associé à la communication, on peut faire un système malléable à l'infini. Et on voit effectivement que les babouins créent de nouveaux signaux tout au long de leur vie. Mais évidemment, il n'y a pas de création de symboles comme on peut le faire évidemment dans le langage ou dans l'art. Cette implication du geste dans le langage, c'est pas que chez les singes qu'on le voit. Chez les singes humains, on le voit aussi. Il suffit de voir quand on parle les mains qui bougent. On voit l'importance du mouvement, même dans le développement du langage chez les bébés. Le mouvement, il est central, le geste est central. Et on voit bien que quand on coupe le son dans le développement, si on coupe l'audition, si on coupe même la vue, on peut... le langage survit à ça grâce à la langue des signes ou la langue des signes tactile. On ne parle pas de la même façon avec les mains non plus. C'est pas un système universel justement, c'est un système pâte à modeler. Donc qui rappelle beaucoup la flexibilité qu'on a dans le langage à pouvoir accoler des étiquettes sur les objets, les enlever avec ces diversités de langues.